Merci d'être sur la télévision. Là-bas, de poursuivre le journal de ce jour, mardi 23 janvier 2018. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Cette brève, d'abord, pour débuter, interpellé hier à la police judiciaire relativement à un article sur le programme d'Osso Soga. Le directeur de publication du journal Canard en furie, Haruna Yakuba, a retrouvé sa liberté ce jour, mardi même. Donc, du courage, Haruna. Début ce mardi du procès des militaires détenus dans l'affaire du coup d'État de juillet en 2015. Procès au cours duquel les parents, amis et connaissances des détenus ont pris part, parmi lesquels nos reporters Ismaël Moumouni et Sadou Doumi. Ils sont nombreux, parents, amis et connaissances des prévenus, soupçonnés dans une affaire de tentative de coup d'État en 2015 à s'y rendre au tribunal militaire pour le procès. Ces familles demeurent convaincues quant à l'innocence des accusés, comme en atteste un des frères des prévenus. On reste serein, on est confiant, on fait confiance également à la justice nigérienne. Quand même, on va les laisser faire leur travail et attendre le verdict. Et nos attentes, on souhaite en tout cas qu'ils soient libres, c'est-à-dire tous les 10 éléments arrêtés depuis plus de 2 ans. En tout cas, on est confiant, nos attentes, on voulait que vraiment la justice soit faite pour que l'opinion nationale et internationale puisse savoir exactement ce qui s'est passé. En tout cas, il a le moral comme toujours au ciel. En tout cas, il a un moral très très haut. Il est confiant, il se porte à merveille. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il ne se reproche rien de cette affaire? En tout cas, rien du tout. Rien du tout, il ne se reproche rien. Quand même, on ne va pas être trop pressé. On va encore attendre, comme je l'avais dit, voir la suite, Inch'Allah. Merci également. Merci. Certains avocats ont préféré vider le lieu du procès compte tenu du code de justice militaire qu'ils estiment liberticide. Du code de justice militaire, qui, à mon avis, est humble, mais ce n'est pas un code, c'est un code liberticide. Il est contraire à toutes les règles élémentaires du droit de procédure pénale. Code de justice militaire. Ce n'est pas, mais les dispositions qui y sont contenues vont à l'encontre de la Constitution nigérienne, à l'encontre de la Charte africaine, à l'encontre également de la Déclaration universelle de l'homme. Et c'est ce que nous avons estimé devoir, en tout cas certains de nos confrères estimaient devoir poser ça en préalable devant le tribunal militaire pour demander à ce que le tribunal constate qu'une requête a été déposée. En toute logique, le tribunal devrait, à mon avis, n'est-ce pas, surseoir maintenant au jugement jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle, qui sera saisie dans le délai légal, je pense, de 5 jours, puisse se statuer par rapport à ça. Le tribunal a passé outre en déclarant irrecevable la requête aux fins d'inconstitutionnalité du code de justice militaire. Donc vous avez vu après ça, certains avocats se sont retirés. Et bon, nous on a estimé devoir rester et ne pas faire la défense de rupture, à la demande principalement de mon client, même si je suis vraiment d'esprit totalement solidaire de mes confrères qui sont partis. Plus de 2 ans, jusque-là, les détenus attendent toujours leur sort. Avec cette mésentente, tout laisserait à croire que ce feuilleton va perdurer. Oui, vous l'avez entendu au cours de ce procès des personnes incarcérées dans l'affaire du coup d'État. Les avocats ont préféré quitter la salle. Pour eux, la procédure n'a pas été respectée. On les écoute. Avons-nous évoqué avec le bâtonnier la question de la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité qui avait été, on l'avait posée ce matin à l'audience et le tribunal, la Cour ne l'a pas transmise à la Cour constitutionnelle. Nous avons fait connaître notre émotion au bâtonnier car le texte impose aux juridictions de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité. Ce point qui a été soulevé dans le cadre de la défense était notamment important parce que il concerne précisément la détermination des faits qui sont reprochés aux personnes qui sont poursuivies. Donc c'était pour nous un préalable dans la défense. Et on est aujourd'hui gêné dans la mesure où ce préalable n'a pas été réglé.
les questions d'être présent à l'audience ou pas dépendront de la suite, pas que nous donnons à cette affaire, mais de la suite que la juridiction voudra bien donner à cette affaire. À partir du moment où, si nous nous sommes retirés de la salle aujourd'hui, c'est essentiellement pour amener toutes les parties à cette instance et également tous les acteurs de la vie publique à comprendre qu'en matière de procès, il y a des règles éditées par nos textes de loi et nous avons demandé à ce que ces textes soient respectés. Nous sommes sortis de la salle pour marquer notre désaccord avec cette manière de faire. Si tant est-il que demain, les conditions d'un procès équitable seront réunies, nous ne verrons aucun inconvénient pour la défense d'aller assurer pour notre part la mission dans la recherche de la manifestation de la vérité. Le problème constitutionnel, nous l'avons dit ce matin, peut-être que vous n'étiez pas, quand vous prenez le texte fondamental qui réprime l'infraction, le texte fondamental qui réprime l'infraction d'atteinte à la sûreté de l'État. Ce texte dit qu'à partir du moment où deux personnes, tel qu'il est écrit, tel qu'il est rédigé par le législateur, il dit qu'à partir du moment où deux personnes se retrouvent dans leur salon, évoque l'idée de faire un coup d'État. À partir de ce moment, on n'a pas besoin de quoi que ce soit. Si un gendarme, si un policier, si un procureur est au courant, il fait les poursuites pour attaquer la sûreté de l'État. C'est ça la gravité, ça ne concerne pas seulement les militaires. Le texte tel qu'il est rédigé, vous l'avez une extension, vous allez le reproduire, tel qu'il est rédigé, dit qu'à partir du moment où vous avez fait une concertation, à partir du moment où vous avez arrêté une idée, mais qu'importe, vous avez vous dire que c'est la plaisanterie, à partir de ce moment, vous pouvez être poursuivi pour atteindre à la Constitution ou atteindre à la sécurité de l'État. Nous disons que ce texte-là, il est totalement en rupture avec le principe fondamental posé par la Constitution et les textes universels qui sont intégrés dans notre Constitution, à savoir la présomption d'innocence. On ne peut pas dire que le fait d'avoir imaginé dans son rêve, dans son cauchemar, ou d'en avoir parlé dans son salon, de la commission d'une infraction, on dit que à partir de ce texte-là, vous êtes en infraction. Nous disons que ce texte-là, il est manifestement contraire à l'intégrité de la Constitution dans un État de droit. Ah oui, vous l'avez suivi donc le procès de ce matin est entaché d'énormes manquements, des manquements qui ont amené l'ordre des avocats du Niger à réagir à travers un communiqué de presse dont je vous propose de suivre. Saisi par les avocats du général Salou Suleiman, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Niger, 1. Rappelle qu'en vue de voir assurer la protection des droits des justiciables, les juridictions saisies d'une question prioritaire de constitutionnalité ont le devoir de transmettre cette question à la Cour constitutionnelle et de suspendre l'instance dans l'attente de la décision à intervenir, puisque son objet est de voir pleinement respecter les droits des justiciables. 2. Regrette que les juridictions de plus en plus se refusent d'appliquer la loi en passant outre l'exception d'inconstitutionnalité soulevée devant elles. 3. S'élève contre la violation de cette obligation par les juridictions puisqu'elle porte gravement atteinte aux droits de la défense. 4. Et enfin, interpelle les juridictions et présidents de chambre sur l'impérieux devoir de respecter les textes, notamment les articles 25 et 26 de la loi organique numéro 2012-35 du 19 juin 2012 déterminant l'organisation, le fonctionnement de la Cour constitutionnelle et la procédure suivie devant elle qui dispose respectivement. Article 25. Toute personne partie à un procès peut soulever l'inconstitutionnalité d'une loi devant toute juridiction par voie d'exception.
celle-ci doit surseoir à statuer jusqu'à la décision de la Cour constitutionnelle qui doit intervenir dans un délai de 30 jours. Article 26. La juridiction devant laquelle l'exception d'inconstitutionnalité a été soulevée transmet immédiatement à la Cour constitutionnelle l'expédition ou à défaut l'attestation du jugement avant dire droit. Dans les 5 jours, la personne qui a soulevé l'exception d'inconstitutionnalité saisit la Cour constitutionnelle par requête adressée à son président. Voilà ce qui est du procès des militaires arrêtés dans l'affaire du coup d'État de juillet en 2015. Donc nous reviendrons plus en détail certainement sur cette affaire. Actualité sur le front social à présent avec les étudiants de l'école des mines de l'industrie et de la géologie EMIG qui ont tapé du poing sur la table. Ces élèves dénoncent la situation dans laquelle se trouve actuellement cette école de renommée internationale. Il interpelle le président de la République de s'impliquer pleinement pour trouver des solutions à cette situation. Le point avec Nasser Dantoufo et Ibrahim Abdou. Rien ne va à l'école des mines, des industries et de la géologie EMIG après le blocage des cours par les enseignants pour non-paiement des salaires. C'est au tour des élèves de dénoncer un certain nombre de mots qui minent cette école à travers cette présente déclaration. Le CE de l'EMIG condamne le silence des autorités administratives et politiques face au blocage des soutenances depuis novembre 2017. En effet, il est important de rappeler que face à ces blocages, les camarades seront contraints de faire une année blanche. C'est pourquoi nous avons décidé de boycotter toutes les activités académiques et administratives à partir d'aujourd'hui jusqu'au déblocage des soutenances qui n'est qu'un problème de 9 millions. Le CE de l'EMIG informe l'opinion publique de l'insuffisance notoire des salles de cours et la transformation de tous les laboratoires de l'EMIG en des salles de cours. C'est pourquoi nous exigeons du gouvernement la finalisation du chantier des lycées d'excellence pour que ces derniers libèrent les salles de cours de l'EMIG. Le CE de l'EMIG regrette que le président de la République n'ait pas honoré à sa promesse que ces lycées d'excellence devraient être sur son site dès la rentrée de septembre 2017, ou même l'informe qu'il est trahi par ceux qu'il a chargés pour les travaux. Le CE de l'EMIG condamne l'insuffisance des infrastructures académiques et le refus du gouvernement à équiper nos laboratoires de travaux pratiques au regard de l'énormité de la mission de l'EMIG. Le CE de l'EMIG condamne le refus du gouvernement de doter l'EMIG d'un bus pour les visites industrielles et les voyages d'études. Le CE de l'EMIG s'indigne du manque d'un réseau Wi-Fi opérationnel dans cette école d'ingénieurs composée de plus de 10 nationalités, ce qui contribue à ternir l'image de notre pays à l'extérieur. Nous dénonçons avec la dernière énergie le blocage créé par les comptes uniques Trésor et exigeons du gouvernement la sortie immédiate de ce système qui a déjà mis l'EMIG au bord du gouffre. Nous profitons de l'occasion pour présenter nos condoléances aux familles de nos forces de défense et de sécurité tombées lors des attaques perpétrées par la secte Boko Haram et nous souhaitons prompt rétablissement aux blessés. Par rapport à cette situation, le CE de l'EMIG interpelle les autorités nigériennes à prendre en compte les revendications qu'ils estiment justes et légitimes pour sauver cette prestigieuse école obtenue de haute lutte par le feu général Séni Kountché. Lancement officiel du cinquantenaire du CAMES couplé à la décoration du président de la République. Une cérémonie qui s'est tenue ce matin sous le haut patronage du président Issoufou Mahamadou. Meilleur modèle de réussite d'intégration africaine, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES est une organisation qui œuvre pour une formation et recherche de qualité au service du développement des États membres, estime le secrétaire général. Il a fait l'état des lieux sur les écoles doctorales pour mieux asseoir la complémentarité entre pays ainsi que la pertinence de la recherche. Il est en train de créer une archive de diffusion de thèses, mémoires et articles afin de rapprocher la connaissance auprès des utilisateurs africains et de contribuer à sa valorisation. Il a fait un état des lieux de l'utilisation du numérique dans l'apprentissage afin de trouver des pistes d'amélioration de cette nouvelle technologie, de cette nouvelle approche didactique.
Il a lancé et structuré de nouveaux programmes thématiques de recherche multi-pays, à même de capter des fonds à l'international pour aborder les problèmes de recherche et participer aux diverses préoccupations d'actualité. En prenant la parole, le vice-président du Conseil des ministres du CAMES a remercié les autorités pour leur participation constante au cinquantenaire avant de présenter le Conseil. Le CAMES, évidemment, comme vous le savez, est une organisation régionale créée par la conférence des chefs d'État des pays membres de l'organisation commune africaine et malgache à Niamey en 1968. La convention relative à son statut et à son organisation a été signée par 16 chefs d'État ou de gouvernement le 26 avril 1972 à Lomé au Togo. À ce jour, l'espace couvre 19 pays, nombre unilingue, francophone ou lusophone. Les promoteurs des instituts privés et le premier ministre par intérim ont tenu à remercier le CAMES pour le choix porté sur le Niger pour le lancement du Jubilé d'or. Le Niger se félicite aussi bien d'accueillir la présente rencontre qui célèbre la création à Niamey le 22 janvier 1968 par feu président Djoudi Hamani et ses pairs du Grand Conseil francophone, en l'occurrence l'Organisation commune africaine et malgache OCAM, duquel est issu le CAMES, et d'être également désigné pour abriter en juillet 2018, ici même à Niamey, l'instance du comité consultatif interafricain, CCI, chargé d'assurer la promotion des grades des enseignants-chercheurs et chercheurs des institutions d'enseignement supérieur. Ce lancement officiel du cinquantenaire du CAMES, couplé à la décoration du président Issoufou Mahamadou le jeudi prochain, n'est que service rendu au Niger, pays dans lequel le CAMES a vu le jour en 1968. Restons toujours dans le domaine de la formation professionnelle et technique avec le mot d'ordre lancé hier par l'Union des étudiants et élèves des écoles professionnelles et techniques du Niger, UPTN, un mot d'ordre de suspension de toutes les activités pour une durée illimitée. Ils l'ont dit hier au cours d'un point de presse et ce matin, une de nos équipes a fait le point de quelques instituts pour constater, voici ce qu'ils nous rapportent. Salle de cours vidée, cadenassée, bureau fermé, étudiants errant sur les voies, c'est le constat qui se dégage dans les instituts de formation professionnelle et dans la capitale Niamey, après le mot d'ordre de grève illimité lancé par l'Union des étudiants des instituts et écoles professionnelles et techniques de Niamey, UEPTN. Une manière pour ces étudiants de revendiquer leurs droits. Nous soutenons nos camarades vraiment dans ce combat. Parce que vraiment, ça ne va pas. Comme vous le voyez, le corps vraiment est calme. Il n'y a personne. Et dans ce sens, nous aussi qui sommes vraiment des étudiants privés, nous allons continuer vraiment de soutenir les camarades. Vous voyez, l'école est calme, donc c'est devenu presque un vide. Donc nous souhaitons à ce que l'État puisse réagir pour que vraiment qu'il puisse désintéresser les fondateurs des différents instituts. Ces étudiants ont enfin lancé un appel à l'endroit de l'État nigérien de trouver un terrain d'entente avec les promoteurs de ces écoles de formation professionnelle pour sauver l'enseignement supérieur au Niger. Oui, puisque c'est de ça qu'on parle, Fissa Yahya, l'enseignement supérieur. Parlons-en et direction l'université Abdou Moumouni de Niamey, où cette université connaît d'énormes difficultés qui bloquent les activités académiques. Parmi ces difficultés, le problème de transport des étudiants, une situation qui dénonce ces étudiants dans ce reportage signé Adam Soumana. L'université Abdou Moumouni de Niamey, la première du pays ayant formé la quasi-totalité de l'élite du pays, ne plus que l'ombre d'elle-même de nos jours. En effet, ce temple du savoir se voit de plus en plus abandonné à son sort par les autorités compétentes
qui n'arrivent même plus à assurer le volet transport des étudiants. Ces derniers, au risque de leur vie, s'entassent dans des bus vieillissants pour se rendre au campus, une situation que déplorent les étudiants. Aujourd'hui, le constat est amer. Le constat est amer, pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte que l'étudiant aujourd'hui, il s'engouffre comme des sardines dans des bus. Et c'est la promesse que le président a pris dès son élection, il a pris la décision. Chaque année, il va doter à l'université d'un bus. Et jusque-là, ça fait 3 ans aussi. Cette promesse n'a jamais eu lieu. Nous dénonçons avec beaucoup d'indignation cette situation inacceptable vis-à-vis du gouvernement de la 7e République. Les fils de pauvres que nous sommes tous ici, c'est pas parce que nous voulons, c'est pas parce que nous acceptons, mais c'est une nécessité, c'est une réalité. Vous allez voir des filles, des garçons s'engouffrent, sans risque, on dirait comme des sardines dans des bus. C'est pas bien, c'est pas acceptable. Il faudrait que le gouvernement puisse comprendre cela. Il faut que le gouvernement ait pitié de ces fils de pauvres là. Les plus exposés dans cette situation inqualifiable se trouvent être la gente féminine. En ce qui concerne les filles qui sont entre griffes, on dit que nous sommes fragiles, c'est très très dangereux pour nous. Surtout que parmi nous, il y a ceux qui sont maladifs, qui ne supportent pas cela. Donc nous dénonçons vraiment à ce que le père de la nation puisse nous venir en aide. Je pense que 19 bus pour plus de 24 000 étudiants, c'est inconcevable quoi. Une situation qui doit interpeller les plus hautes autorités du pays afin de soigner l'image de l'université Abdou Moumouni en mettant les étudiants de la dite institution dans des conditions de vie et de travail adéquates. Depuis le jeudi dernier, la Caisse nationale de sécurité sociale a instruit un contrôle des taxis et leurs conducteurs. Ce contrôle a pour but de voir qui est en règle et qui ne l'est pas. Une décision contestée dans le milieu, notamment par les syndicats de conducteurs des taxis. Reportage Abdourazak Hamidou et Aboubakar Soleil. Avoir un taxi, c'est bien. Mais le conduire soi-même, non merci. C'est ainsi que raisonnent certains propriétaires de taxis et pour ce faire, engagent des chauffeurs. Malheureusement, ces chauffeurs ne sont pas pris en charge par la Caisse nationale de sécurité sociale, ce qui cause d'énormes problèmes à ces derniers, surtout en cas d'accident de travail et des risques liés à ce travail. Dans la loi, que ce soit le public, le privé ou le parapublic, tous les secteurs, quand vous engagez quelqu'un pour travailler, vous êtes obligé, vous êtes assujetti à le déclarer au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale avant les 8 jours. Avant 8 jours, il faut que vous déclarez votre travailleur au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale. Donc c'est le cas aussi pour les taxis. Dans les documents administratifs des taxis, effectivement, on exige le reçu de la cotisation trimestrielle que le propriétaire a versé au conducteur. Ça, c'est ce que la loi dit. Et nous, en tant que conducteurs de taxi, et sachant bien que c'est cette Caisse nationale de sécurité, les cotisations trimestrielles qui constituent l'assurance du taximan. Parce que c'est que les gens doivent comprendre. L'assurance qu'on prend pour le taxi, la souscription à une assurance automobile ne couvre pas le taximan en cas d'accident. S'il y a un sinistre, un accident grave, cette assurance-là, il faut le savoir, ça ne couvre que les véhicules et les 4 passagers payants. C'est écrit noir sur blanc sur le reçu de l'assurance. Il est alors important que les chauffeurs de taxi des autres comprennent que ce combat, c'est pour leur bien. Effectivement, nous, c'est un combat que nous faisons depuis longtemps. J'anime même des émissions radiophoniques hebdomadaires dans 2 radios de la place pour expliquer. Par rapport à cette affaire de la Caisse, j'ai fait au moins 30 émissions pour expliquer. Le combat là que la Caisse a mené, normalement, ça doit être même le combat du syndicat. C'est le syndicat qui devrait prendre ce combat en charge.
si réellement on est syndicaliste, si réellement on veut protéger nos militants, c'est d'exiger ou bien prendre des dispositions ou des mesures pour que chaque propriétaire soit honnête et qu'il assure à travers la caisse son emploi. Près de 80%, voire plus, des chauffeurs de taxi ne sont pas propriétaires de leur outil de travail et sans caisse sont exposés à plusieurs risques. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi, mesdames et messieurs. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Au revoir. Audio Jungle.